Aujourd'hui, le cinéma est partout. Au cinéma, sur les plateformes, sur les grands écrans, comme sur nos téléphones. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le cinéma a failli ne jamais exister. À ses débuts, ce n'est ni un art, ni une industrie. C'est un gadget, une curiosité scientifique, une attraction de foire posée entre un numéro de magie et un homme qui avale des sabres. Et pendant plusieurs années, beaucoup de gens pensent que ça ne durera pas. Alors comment le cinéma est né et surtout, pourquoi son succès n'était absolument pas garanti? Avant d'être un art, le cinéma est un problème scientifique. Depuis toujours, l'être humain essaye de représenter le mouvement. Les peintures rupestres montrent déjà des animaux avec plusieurs pattes, comme s'ils couraient. Mais au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, cette obsession explose. On invente des machines, tout va plus vite, et surtout, on invente la photographie. Le problème, c'est que la photo fige le réel. Alors une question apparaît. Et si on prenait plusieurs photos très vite, pour donner l'illusion du mouvement? C'est là qu'apparaissent des objets étranges. Le zoetrope et le phénakisticop. Des jeux optiques qui font tourner des images en boucle. Un des moments clés arrive avec Edmund Maybridge, qui photographie un cheval au galop pour prouver qu'à un moment, ses 4 sabots quittent le sol. Sans le savoir, il pose une des bases du cinéma, décomposer le mouvement. En 1895, le cinéma naît officiellement avec les frères Lumière. Leur invention, le cinématographe, est un objet révolutionnaire, pour une raison simple mais décisive. Il fait tout. Il permet à la fois de développer la pellicule et de projeter les images devant un public. Pour la première fois dans l'histoire, une machine est capable de capturer le monde et de le restituer en mouvement devant plusieurs personnes réunies au même endroit. Ce jour-là à Paris, au Salon indien du Grand Café, les Lumières organisent leur première projection publique payante de l'histoire. À l'écran, il n'y a rien de spectaculaire. Et pourtant, tout est inédit. On voit des ouvriers qui sortent d'une usine, un bébé qui mange à la cuillère, un jardinier arrosé par son propre tuyau, et surtout l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Lorsque le train apparaît, filmé en légère contre-plongée et avançant droit vers la caméra, certains spectateurs reculent instinctivement, d'autres se lèvent, quelques-uns crient. La légende raconte qu'ils auraient même fui la salle, ce qui est sans doute exagéré. Mais une chose est certaine, personne n'avait jamais vu une image se déplacer vers lui. Le cinéma n'est pas seulement nouveau sur le plan technique, il est aussi profondément perturbant sur le plan sensoriel. L'image est grande, elle bouge, elle donne une impression de profondeur, et elle envahit entièrement le champ de vision. Le spectateur n'a pas encore appris à regarder sans réagir. Et le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre la réalité et cette image qui fonce droit vers lui. À sa naissance, le cinéma n'est donc pas un divertissement confortable. C'est une expérience physique, presque inquiétante, qui sollicite le corps autant que l'esprit. Et pourtant, personne ne croit vraiment à l'avenir du cinéma. Même les frères Lumière pensent que leur invention n'a aucun futur commercial durable. À leurs yeux, le cinéma n'est qu'une curiosité scientifique, certainement pas un art, et encore moins un langage capable de s'installer dans le temps. À cette époque, les films durent moins d'1 minute. La caméra ne bouge pas, il n'y a pas d'histoire, pas de personnages, pas de mise en scène. Le cinéma se résume littéralement à une seule promesse. Regardez, ça bouge. Et une fois la surprise passée, il ne reste pas grand-chose. Le cinéma n'est d'ailleurs pas projeté dans des lieux prestigieux. On le montre surtout dans les foires, entre une attraction mécanique et un tour de magie. Il n'a aucun statut culturel, aucun respect artistique et encore moins une reconnaissance intellectuelle. Il amuse, il intrigue, mais il ne compte pas. Pire encore, certains médecins de l'époque affirment même que le cinéma serait dangereux pour le cerveau. Ils expliquent qu'il fatigue les yeux, qu'il provoque des crises nerveuses, qu'il surexcite l'esprit et rend les enfants instables. On s'inquiète de ses effets sur le système nerveux, sur l'imagination et sur la santé mentale. Oui, exactement comme les jeux vidéo un siècle plus tard. À ce moment précis de l'histoire, tout semble indiquer que le cinéma est une invention vouée à disparaître. Il est court, sans récit, sans prestige, sans avenir économique clair, et même considéré comme potentiellement nocif. Objectivement, il aurait très bien pu mourir aussi vite qu'il est apparu. Pourtant, il va survivre. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Thomas Edison développe sa propre vision du cinéma. Une vision très différente de celle des projections collectives qui commencent à apparaître en Europe. Pour Edison, le cinéma n'est pas destiné à être projeté dans une salle. Il doit être consommé seul,
Son idée s'appelle le kinétoscope. C'est une machine dans laquelle une seule personne regarde un film en collant l'œil à un viseur. Il n'y a pas d'écran, pas de public, pas d'expérience collective. Edinson ne croit pas à la projection pour plusieurs personnes. Il imagine un modèle où chacun paye individuellement pour quelques secondes d'image, comme on met une pièce dans une machine automatique. Le problème, c'est que le cinéma projeté devient rapidement populaire. Les projections attirent du monde, les salles se remplissent et l'expérience collective s'impose naturellement. Edinson voit alors ce succès non comme une évolution, mais comme une menace. Il attaque en justice presque tous ceux qui produisent ou qui projettent des films sans son autorisation. Il revendique ses brevets, poursuit les réalisateurs et les producteurs, fait saisir du matériel, bloque des tournages et ralentit volontairement le développement de l'industrie. Aux États-Unis, le cinéma passe plus de temps dans les tribunaux que sur les écrans. Le cinéma a réellement failli mourir ici, non pas faute de public, mais étouffé par des procès, des brevets et des intérêts économiques. Il est passé tout près de disparaître dans des salles d'audience, avant même d'avoir eu le temps de devenir un art. Et puis arrive Georges Méliès, ancien magicien et illusionniste de théâtre. Méliès ne regarde pas le cinéma comme les autres. Là où beaucoup ne voient qu'un outil pour enregistrer le réel, lui comprend immédiatement qu'il peut servir à autre chose. Pour Méliès, le cinéma n'est pas condamné à montrer le monde tel qu'il est. Il peut inventer. Un jour, lors d'un tournage de rue, sa caméra se bloque accidentellement. Pendant l'arrêt, la scène change. Quand la caméra redémarre, un bus a disparu et à sa place, trouve un corbillard. Une fois le film projeté, l'effet est saisissant. Un bus semble se transformer instantanément. Méliès comprend alors une chose essentielle. Le cinéma peut mentir à la réalité. Ce n'est plus seulement un art de l'enregistrement, mais un art de la manipulation, de l'illusion et du trucage. À partir de là, il invente les effets spéciaux, les arrêts de caméra, les apparitions et disparitions, les décors peints, les costumes extravagants et les mondes impossibles. Le cinéma cesse d'être un simple miroir du réel pour devenir un espace de fiction. Avec le voyage dans la Lune, le basculement est total. Pour la première fois, le cinéma rencontre une histoire imaginaire, montre des lieux qui n'existent pas, fait voyager le spectateur hors du monde réel. On ne regarde plus seulement des images qui bougent, on rêve. À ce moment précis, le cinéma change de nature. Il n'est plus une curiosité scientifique, ni une attraction de foire, il devient un outil de rêve, de mensonge assumé, et donc, un art. Au début, les acteurs ne sont même pas crédités. Leurs noms n'apparaissent nulle part, ni sur les affiches, ni dans les programmes. Les producteurs préfèrent rester discrets car ils ont une crainte très simple. Si les acteurs deviennent célèbres, ils demanderont plus d'argent. À cette époque, l'acteur est considéré comme interchangeable. Peu importe qui apparaît à l'écran, pense-t-on, puisque le public vient surtout pour voir des images qui bougent. Le visage n'est pas censé compter. Mais le public, lui, commence à regarder ça autrement. Peu à peu, les spectateurs commencent à reconnaître des visages. Ils reviennent dans les salles et disent « Je veux revoir la fille blonde ». Ou encore « Le mec moustachu, il est trop fort ». Sans le savoir, ils ne parlent plus du film, mais de la personne à l'écran. Les producteurs résistent, mais c'est trop tard. Le public s'attache, identifie, compare et choisit. Un acteur n'est pas seulement un corps filmé, il devient une présence familière, presque intime. On ne vient pas seulement pour voir une scène, mais pour retrouver quelqu'un. Sans le vouloir, le cinéma vient d'inventer le star system. À partir de ce moment-là, un visage suffit parfois à vendre un film. Le nom, le regard, la silhouette deviennent des arguments. Le public ne consomme plus uniquement des histoires ou des images, il suit des êtres humains récurrents. Un visage devient une habitude devient une attente, et une attente devient une raison d'acheter un billet. Quand on y pense, le cinéma n'aurait jamais dû fonctionner. C'était une invention fragile, bancale et mal comprise. Personne n'y croyait vraiment. Même ses inventeurs pensaient que ça n'irait pas loin. Et pourtant, à partir de quelques images tremblantes, filmées par hasard, le cinéma est devenu un langage universel. Quelque chose capable de faire rire, pleurer, même rêver, sans même avoir besoin de parler. Ce qui est fou, c'est que le cinéma n'est pas né d'un grand plan. Il est né d'erreurs, de bugs, de paris ratés, et de quelques personnes qui ont décidé d'y croire un peu plus que les autres. Et peut-être que c'est là la vraie magie du cinéma. C'est justement d'avoir réussi, contre toute attente.